Quand Anton Yelchin et Paul Walker sont tous deux morts à cause d'accidents graves, les gens ont été totalement choqués, mais ils n'étaient pas les seuls. Hollywood est plein de célébrités qui sont mortes de manière cauchemardesque. Numéro 1. Anton Yelchin. La vie d'Anton Yelchin a commencé dans une maternité de Moscou, mais a rapidement basculé vers le soleil de Californie. Ses parents, Irina et Victor, comptaient parmi les meilleurs patineurs en coupe de Russie, mais ont émigré à la recherche de plus grandes opportunités et de liberté face à l'antisémitisme. Anton, âgé d'à peine 6 mois, a commencé à assimiler l'anglais sur les terrains de jeu de Los Angeles et à mémoriser des répliques de films avant la maternelle. Les directeurs de casting de télévision ont remarqué son regard pensif dans ses premières publicités, et à l'âge de 12 ans, il partageait l'écran avec Morgan Freeman dans le film « Le masque de l'araignée ». Les spectateurs ressentaient une véritable empathie chaque fois qu'il souriait. La renommée mondiale est venue lorsqu'il est monté à bord de l'Enterprise en tant que Pavel Tchekhov, mélangeant le charme de la série originale avec de l'esprit contemporain. Ses collègues se souviennent qu'entre les prises, il discutait de livres de philosophie, pratiquait la guitare et encourageait ses collègues figurants à poursuivre leurs propres objectifs créatifs. Le 18 juin 2016, le jeune homme de 27 ans a garé son Jeep Cherokee sur une allée en pente, a marché quelques mètres pour récupérer son courrier, sans se douter que le levier de vitesse était en position neutre plutôt qu'en parking. Le SUV a roulé en arrière, le coinçant contre un pilier de sécurité. Le modèle était déjà sous rappel pour ce défaut de changement de vitesse et son décès a accéléré l'examen public des avis de sécurité automobile. Ses parents ont ensuite fondé la fondation Anton Yelchin, offrant des subventions aux jeunes artistes confrontés à des défis de santé ou de handicap. Un écho à la générosité discrète d'Anton. Numéro 2. Isadora Duncan. Avant Martha Graham ou Alvin Ailey, il y avait Isadora Duncan, la native de San Francisco, qui a délaissé les rigides chaussons de ballet, dansant pieds nus avec des écharpes ondulants comme de l'écume de mer. Née en 1877 d'une enseignante en musique et d'un poète, elle croyait que le mouvement devait refléter les vagues, les vents et les émotions les plus profondes, plutôt que des exercices rigides de classe. Au début, les critiques européens ont ri, puis ont applaudi, et finalement l'ont couronnée mère de la danse moderne. La vie personnelle de Duncan, cependant, était ponctuée de difficultés. Elle a perdu 2 jeunes enfants dans une tragique chute de voiture dans la Seine, mais est revenue sur scène, déclarant que l'art pouvait transformer le chagrin en beauté. Le 14 septembre 1927, se préparant pour une promenade en soirée le long de la Côte d'Azur, elle enroula son écharpe en soie emblématique autour de son cou et s'installa dans la voiture de sport décapotable d'un ami. Quelques secondes plus tard, le tissu flottant s'emmêla dans un rayon de la roue arrière. La voiture a accéléré. L'écharpe s'est resserrée. La vie s'est terminée instantanément. Les gros titres du monde entier ont pleuré l'artiste qui avait appris au monde à respirer à travers la danse. Son décès a incité les designers à repenser les accessoires longs et traînants, et les écoles de théâtre ont commencé à donner des briefings de sécurité sur les tenues de scène. Près de 100 ans plus tard, la philosophie généreuse d'Isadora façonne encore les cours de chorégraphie moderne de New York à Tokyo. Numéro 3. Charmaine Maxwell. Charmaine Maxey. Maxwell a grandi en Guyane avant que sa famille ne s'installe à Los Angeles, où les chœurs gospel ont affiné son contrôle vocal. En 1993, elle a répondu à une annonce dans un journal cherchant des chanteuses, s'est associée avec Monica, Mimi, Dolby et Nikki Gilbert, et a formé Brownstone. Leurs harmonies puissantes ont résonné sur le single nommé aux Grammy Awards « If You Love Me », un hymne qui a rempli les playlists des DJ de roller disco et les réceptions de mariage. Les notes cristallines de Maxwell donnaient au refrain son envolée caractéristique. Après le parcours de Brownstone, elle a jonglé entre la maternité et les sessions d'écriture, enregistrant parfois des titres solos, tout en encourageant les matchs de football de son fils le week-end. Le 28 février 2015, elle est rentrée chez elle après un match de Ligue junior, a versé un verre de vin rouge pour célébrer et s'est dirigée vers une terrasse extérieure. Les enquêteurs pensent qu'elle
et s'est évanouie, laissant tomber le verre, puis est tombée contre les éclats. Une artère du cou sectionnée a causé une perte de sang rapide. Son mari, le producteur de musique Karsten Schack, l'a découverte en quelques minutes et a appelé les services d'urgence, mais la blessure s'est avérée fatale. Les proches de Maxwell ont créé des bourses à son nom pour financer l'éducation artistique des jeunes femmes de couleur. Son histoire rappelle doucement aux fans de garder les passages domestiques dégagés et de traiter les chutes apparemment mineures avec une prudence urgente. Numéro 4. John Eric Hexum. Né dans le New Jersey de parents américano-norvégiens, John Eric Hexum a financé ses cours de théâtre à l'université Northwestern en travaillant dans la construction et en conduisant des navettes pour le campus. Les agents ont rapidement repéré sa silhouette athlétique d'1,85 m et son sourire décontracté. Bientôt, il jouait aux côtés de Menno Pelus dans l'aventure de voyage dans le temps, Voyagers. Les téléspectateurs ont adoré son mélange de charme juvénile et de confiance tranquille. En 1984, Hexum a obtenu le rôle d'opérateur sous couverture charismatique Mac Harper dans Cover Up de CBS. Filmer de longues séquences d'action signifiait souvent des heures de temps de réinitialisation. Le 12 octobre, après de multiples retards, Hexum plaisantait avec les membres de l'équipe en attendant des ajustements d'éclairage. Pensant qu'un revolver factice chargé à blanc était inoffensif, il l'a tenu contre sa tempe par frustration simulée et a appuyé sur la détente. Bien qu'aucune balle ne soit sortie du canon, le gaz à haute pression expulsé par la cartouche à blanc a fracturé son crâne à bout portant. Les chirurgiens ont opéré pendant 5 heures, mais les dommages cérébraux étendus ne laissaient aucun espoir de rétablissement. La mère de Hexum a autorisé le don d'organes. 5 receveurs ont retrouvé la vie, dont un vétéran du Vietnam qui a reçu son cœur. Les coordinateurs de cascade d'Hollywood ont ensuite renforcé les règles. Aucune munition d'aucune sorte ne peut être pointée sur la tête d'un acteur, et les réunions de sécurité sur les armes sont désormais obligatoires, avant chaque scène. La brève carrière de Hexum continue à symboliser le charisme, la gentillesse et la réforme durement acquise. Numéro 5. Naya Rivera. Naya Rivera a décroché sa première publicité nationale à l'âge de 9 mois, récitant des slogans de boîtes de céréales avant de savoir marcher. Des rôles réguliers dans des sitcoms ont suivi, mais c'est Santana Lopez dans Glee, à parts égales d'humour féroce et de vulnérabilité tendre, qui a cimenté son impact culturel. Le scénario de Rivera retraçait le parcours de Santana vers l'acceptation de soi, offrant une représentation que de nombreux jeunes téléspectateurs n'avaient jamais vue dans la comédie musicale de première partie de soirée. Loin des plateaux scénarisés, Rivera appréciait les retraites paisibles au bord d'un lac. Le 7 août 2020, elle et son fils de 4 ans, José, ont loué un petit ponton sur le lac Piru, en Californie. Les vents de l'après-midi peuvent changer soudainement dans le canyon environnant, et les autorités pensent qu'un courant a emporté la mère et l'enfant de l'échelle arrière. Rivera a rassemblé ses dernières forces pour remonter José sur le pont, un exploit confirmé par le témoignage de l'enfant, puis elle a coulé avant que les secouristes n'arrivent. La nouvelle de sa disparition a provoqué un afflux de bougies de veillée, d'hommages sur les réseaux sociaux et de pétitions pour des panneaux d'avertissement renforcés autour du réservoir. Quand son corps a été retrouvé 5 jours plus tard, ses camarades de casting ont créé des fonds de bourse en son nom et ont encouragé les fans à suivre des cours de sécurité nautique. Son héritage perdure dans les sourires confiants des jeunes qui ont vu leur propre lutte reflétée et résolue à travers les chansons de Santana. Numéro 6. Martha Mansfield. Née au Texas, Martha Mansfield est passée des revues de scène new-yorkaises au cinéma muet avec aisance, se démarquant aux côtés des stars établies grâce à ses yeux expressifs et son sens délicat du timing comique. Dans Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, 1920, face à John Barrymore, elle a suscité la sympathie du public en quelques minutes seulement à l'écran. Un exploit rare à une époque sans dialogue parlé. Les producteurs prédisaient qu'elle serait bientôt en tête d'affiche de grands drames. En novembre 1923, elle s'est rendue à San Antonio pour The Warrens of Virginia, se déroulant pendant la guerre de Sécession. Les costumes comportaient de volumineuses jupes à cerceaux, traitées avec des raidisseurs à base de nitrate, pour une authenticité d'époque.
Aux pauses de midi, Mansfield est entré dans une voiture garée pour l'ombre. Un membre de l'équipe, allumant une cigarette, a jeté l'allumette sans se rendre compte qu'elle était tombée sur l'ourlet de la robe. Les flammes se propagèrent instantanément. Son partenaire, Wilfred Lytle, et son chauffeur, Frank O'Neill, l'aspergèrent de manteaux et de gourdes d'eau, mais de graves brûlures couvraient la majeure partie de son corps. Elle est décédée à l'hôpital le lendemain à seulement 24 ans. Les studios ont rapidement exigé des sprays ignifuges pour les tissus, interdit les flammes nues près des camions de garde-robe et ont placé des barils d'eau d'urgence sur chaque plateau extérieur. Aujourd'hui, le nom de Martha Mansfield apparaît dans les manuels de sécurité comme un catalyseur de changement, garantissant que les artistes actuels peuvent marcher sur des plateaux élaborés avec beaucoup moins de risques. Numéro 7. Brandon Lee. Quand Brandon Lee s'entraînait dans les salles de pratique, les spectateurs reconnaissaient des échos de la vitesse légendaire de son père Bruce. Pourtant, Brandon ajoutait un sourire chaleureux et un humour autodérisoire qui lui étaient propres. Après avoir joué dans Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire, il signa pour le rôle principal dans The Crow, incarnant le musicien Eric Draven, ressuscité pour venger une injustice. Des paysages urbains sombres et mouillés par la pluie, un maquillage gothique et une intrigue de vengeance alimentée par l'amour ont transformé le tournage en un projet passionné pour le casting et l'équipe. Le 31 mars 1993, ils ont filmé une scène dans laquelle Draven confronte des intrus. Un revolver vérifié plus tôt contenait encore une douille factice coincée dans son canon après les tests. Lorsqu'a été chargée une balle à blanc pour le tournage, l'ignition a propulsé le résidu vers l'avant comme un vrai projectile. Lee s'effondra, d'abord pris pour un acteur jusqu'à l'apparition du sang. Il a été transporté d'urgence au New Hanover Regional Medical Center où les chirurgiens ont travaillé pendant des heures, mais il est mort à 28 ans. La production a été interrompue pendant des semaines pendant que les enquêteurs évaluaient les manquements à la sécurité. Les protocoles industriels ultérieurs exigent que des spécialistes en armement inspectent les canons entre chaque tir, utilisent des accessoires en caoutchouc non fonctionnels chaque fois qu'une arme est pointée sur une personne et gardent le personnel médical en attente. Le film The Crow a été terminé en utilisant des doublures et des composites numériques pionniers et a fait ses débuts en 1994 à l'acclamation critique, scellant le statut de Brandon comme une icône culte dont la promesse inspire encore les acteurs du genre d'action. Numéro 8. Harry Houdini. Eric Weiss, qui a adopté le nom de scène Harry Houdini, a immigré de Budapest au Wisconsin lorsqu'il était enfant et a passé son adolescence à travailler dans des cirques itinérants. Dans la trentaine, il pouvait se libérer de menottes dissimulées dans des bidons de lait scellés et savait retenir son souffle plus longtemps que les nageurs compétitifs. Il prenait plaisir à démasquer les médiums spirites frauduleux, offrant des récompenses en espèces à quiconque dont il ne pouvait réfuter les visions. En octobre 1926, Houdini a fait une tournée dans les théâtres canadiens pour donner des conférences sur l'art de la scène. Après une représentation au Princess Theatre de Montréal, des étudiants universitaires ont visité sa loge. Selon des témoins, un jeune homme a demandé si Houdini pouvait supporter de forts coups à l'abdomen. Houdini a répondu oui, mais il était allongé sur un canapé se préparant à se lever. Sans attendre, le visiteur a donné plusieurs coups de poing rapides. Houdini a fait bonne figure en public, mais a rapidement développé de fortes douleurs abdominales. Les médecins ont ensuite déterminé qu'il avait une appendicite qui aurait pu être aggravée par le traumatisme. Il a refusé d'annuler ses spectacles, s'effondrant seulement après un dernier discours à Detroit le 24 octobre. La chirurgie est arrivée trop tard. La péritonite l'a emporté à Halloween à 52 ans. Sa veuve, Bess, a tenu une séance annuelle pendant une décennie, honorant leur code privé selon lequel, si un contact de l'au-delà était possible, Harry trouverait un moyen. Aujourd'hui, les magiciens de scène citent la persévérance d'Houdini tout en rappelant aux artistes de respecter leurs propres limites physiques. Numéro 9. Primula, Primi Niven. Primula Rollo, surnommé Primi, a rencontré le futur lauréat d'un Oscar, David Niven, lors d'un événement caritatif en temps de guerre à Londres. Ils se sont mariés en 1940, ont navigué à travers les turbulences de la Seconde Guerre mondiale et se sont installés parmi le cercle restreint d'expatriés à Hollywood. Des photographies montrent Primi
des stars comme Errol Flynn au pique-nique du week-end, équilibrant le glamour avec la dévotion maternelle envers leurs deux petits-fils. Le 21 mai 1946, le couple a assisté à une petite réunion chez Tyrone Power à Beverly Hills. Pour détendre l'atmosphère, les invités ont accepté de jouer à Sardine, une partie de cache-cache inversée dans presque l'obscurité. En cherchant une cachette, Primy a ouvert une porte qu'elle pensait être un placard. Elle cachait un escalier étroit menant au sous-sol. Elle a fait un faux pas, est tombée et s'est heurté la tête sur des marches en pierre. Ses amis l'ont transportée à l'hôpital, mais malgré les efforts des neurochirurgiens, elle est décédée 24 heures plus tard, à l'âge de 28 ans. Pour David Niven, la perte fut dévastatrice. Il parlait rarement de l'accident, bien que des biographes notent qu'il a consacré son chagrin au travail caritatif pour les causes infantiles. Les architectes de Hollywood ont discrètement commencé à ajouter des lumières d'avertissement et des garde-corps sécurisés autour des escaliers dissimulés, une petite mais significative mesure de protection inspirée par le malheur de Primy. Numéro 10, Boris Sagal. Né en Ukraine, Boris Sagal a émigré aux États-Unis enfant, a affûté son œil de réalisateur aux ateliers de théâtre de Yale et est devenu une main sûre derrière des succès anthologiques comme The Twilight Zone et l'épopée de guerre Masada. Lorsqu'ils avaient besoin que des décors complexes soient filmés efficacement, les producteurs appelaient Boris. En mai 1981, il dirigeait la mini-série de NBC Troisième Guerre mondiale à Fort Wainwright, en Alaska. Les calendriers de tournage étaient serrés et le transport en hélicoptère acheminait les acteurs et l'équipe à travers des lieux éloignés. Après une prise au crépuscule, Sagal est sorti de l'hélicoptère et s'est dirigé dans la mauvaise direction, marchant directement dans le rotor de queue, encore en rotation. Ses collègues ont immédiatement prodigué les premiers secours et des équipes de secours médical l'ont transporté par avion à l'hôpital mémorial de Fairbanks. Cependant, ses blessures se sont avérées fatales en quelques heures. Il avait 57 ans. Les syndicats de l'industrie ont bientôt adopté une zone d'exclusion pour l'arc du rotor, nécessitant des cônes marqués, des agents avec des baguettes lumineuses et des procédures d'arrêt strictes des moteurs avant que les passagers ne débarquent. Katie Sagal, alors âgée de 27 ans, a honoré son père en dédiant ses premiers rôles à la télévision à sa mémoire et a ensuite narré des documentaires sur la sécurité sur les plateaux, transformé une douleur personnelle en une éducation protectrice pour les futures équipes. Numéro 11. Jack Cassidy. La star de Broadway Jack Cassidy a ébloui les spectateurs dans She Loves Me et Fade Out, Fade In, remportant un Tony Award et une réputation pour son timing comique impeccable. Les téléspectateurs se souviennent de ses rôles de charmeur dans Ma sorcière bien-aimée et Columbo, où son fameux sourcil levé laissait entrevoir un esprit espiègle. En dehors de la scène, cependant, Cassidy luttait contre un trouble bipolaire et une dépendance à l'alcool, des défis mal compris dans les années 1970. La tragédie a motivé les syndicats d'acteurs à distribuer des brochures sur la sécurité incendie couvrant les arroseurs d'appartements, les détecteurs de fumée et les risques liés au tabagisme lorsqu'on est fatigué. Le fils de Cassidy, David, a ensuite attribué à ces initiatives le mérite de prévenir des blessures parmi les artistes en tournée logés dans des locations inconnues. En honorant la mémoire de Jack, la communauté du spectacle a subtilement défendu la sensibilisation à la santé mentale et l'éducation à la sécurité domestique. Numéro 12. Sharon Tate. Le chemin de Sharon Tate vers la célébrité alliait le soleil de Californie à une rare polyvalence sur le plateau. Elle a d'abord attiré l'attention dans The Beverly Hillbillies, puis a suscité des éloges critiques dans Valley of the Dolls pour son interprétation honnête et vulnérable d'une actrice en difficulté. Mariée au cinéaste Roman Polanski, Tate appréciait les soirées à planifier de futures comédies et des thèmes de nurserie pour leur enfant à naître. Tard dans la soirée du 8 août 1969, tandis que Polanski explorait des lieux en Europe, 4 membres de la secte de Charles Manson sont entrés par effraction dans la maison de Benedict Canyon. Motivés par le plan délirant de Manson pour inciter au chaos social, les intrus ont pris la vie de Tate, enceinte de 8 mois et de ses amis en visite. La brutalité a choqué le monde, mais notre scénario n'évoquera pas les détails éprouvants. La réaction du public a transformé la culture de la sécurité à Los Angeles. Les studios ont engagé des gardes professionnels pour des talents de haut profil et des résidences. Montées en flèche,
Les journalistes ont commencé à se demander comment une couverture médiatique sensationnelle peut inspirer des individus dangereux. Une conversation encore pertinente aujourd'hui. Sharon Tate est commémorée à travers le travail philanthropique dirigé par sa sœur, Deborah, qui milite pour des législations sur la défense des victimes. Chaque année, des rétrospectives de Valley of the Dolls mettent en avant le sens du timing comique de Sharon et sa présence chaleureuse à l'écran, garantissant que ses contributions artistiques restent le point central de son héritage. Numéro 13, Randy Rhoads. Randy Rhoads mêlait les gammes de guitare classique à la distorsion heavy metal, créant des solos qui ressemblaient à Paganini courant après un train de marchandises. Élevé dans une famille musicale de Los Angeles, sa mère possédait une école de musique de quartier. Randy pratiquait 8 heures par jour, enseignant aux débutants pour financer ses propres cours. À 22 ans, il a passé une audition pour le nouveau groupe solo d'Ozzy Osbourne. Une seule gamme lors de la balance a convaincu Osbourne qu'il avait trouvé un génie. Tournant en Amérique au printemps 1982, le groupe s'est arrêté dans un dépôt de repos en Floride avec une petite piste d'atterrissage. Le chauffeur de bus, Andrew Aycock, titulaire d'une licence mais imprudent, a pris les commandes d'un Beechcraft Bonanza de 1955 pour un seul tour. Rhoads, qui avait peur de l'avion mais aimait la photographie aérienne, est monté à bord pour prendre des photos du lever du soleil aux côtés de la maquilleuse Rachel Youngblood. Aycock fit voler l'avion bas au-dessus du bus stationné du groupe à 2 reprises, essayant de surprendre les membres de l'équipe endormis. Lors du 3e passage, une aile a frappé le toit, se détachant et envoyant l'appareil dans un garage voisin. Les 3 occupants sont morts sur le coup. Randy avait 25 ans. Les promoteurs de concerts rock ont renforcé les politiques de voyage. Pas de vols non programmés, vérification de la sobriété des pilotes et briefing obligatoire sur les ceintures de sécurité. Les magazines de guitare publient encore des transcriptions de Crazy Train, citant la précision de Rhoads comme référence pour les guitaristes modernes. Sa courte carrière reste la preuve que la discipline technique et le lyrisme mélodique peuvent coexister dans les genres les plus bruyants. Numéro 14. David Carradine. Les traits rugueux et la cadence mesurée de David Carradine en faisaient un choix naturel pour des personnages sages et errants. Dans la série télévisée Kung Fu, il incarnait Kwai Chang Caine, introduisant la philosophie des arts martiaux au public occidental. Des décennies plus tard, Quentin Tarantino l'a choisi pour jouer l'antagoniste énigmatique, Bill, consolidant ainsi son statut à travers les générations. En 2009, Carradine était apparu dans plus de 200 projets à l'écran, prospérant sur des plateaux indépendants de Roumanie à Thaïlande. Tout en tournant un nouveau film d'action à Bangkok, Carradine passait ses soirées à dessiner des storyboards et à pratiquer la flûte. Le 4 juin, le personnel de l'hôtel l'a découvert inconscient dans une alcôve de la penderie. La police thaïlandaise a conclu à une asphyxie accidentelle résultant d'une expérimentation solitaire dangereuse. Par souci de sensibilité, nous n'allons pas entrer dans des détails explicites. La nouvelle a stupéfié les fans et la famille. Les programmes de bien-être de l'industrie ont rapidement intégré des ateliers sur la gestion du stress pour les artistes itinérants travaillant loin de chez eux, encourageant les systèmes de parrainage et les vérifications quotidiennes. Pendant ce temps, les historiens du cinéma célèbrent le parcours éclectique de Carradine, du biopic de Woody Guthrie Bound for Glory au travail vocal dans Kung Fu Panda, rappelant aux étudiants que l'acceptation de rôles variés peut soutenir une longue carrière aventureuse. 14 noms, 14 parcours distincts, mais une leçon commune. La fragilité de la vie n'épargne aucun niveau de célébrité. L'accident d'Anton Yelchin causé par un rappel a renforcé la loi sur la protection des consommateurs. L'écharpe d'Isadora Duncan a incité à des réformes des costumes. Les malheurs de Exum et Lay ont conduit à des protocoles plus sûrs pour les armes factices désormais standards dans le monde entier. Chaque perte a déclenché des changements visant à protéger les futures générations d'artistes, de techniciens de scène et de fans.